Magnifique. C'est un site très joli en tout cas. Ouais, je record, donc c'est quand tu veux, vas-y. Ok, du coup déjà bonjour à tous. Du coup je vais un peu aujourd'hui vous parler de REST. Qu'est-ce que c'est que REST et pourquoi en mon sens REST a échoué en fait en tout cas dans ce qu'il essayait de faire. Euh, déjà n'hésitez pas si vous avez des remarques à faire durant ma présentation, de toute façon c'est un peu libre. Et du coup je vais commencer déjà par définir un peu ce que c'est REST. Donc REST, en fait, c'est une architecture network designée par Roy Fielding dans sa thèse de doctorat, donc qu'il a fait en 2000. Ça a commencé un peu à dater. Donc il avait toute une thèse de doctorat sur des modèles d'architecture. Et en fait, son chapitre 5, c'était pour montrer un peu un exemple d'architecture, donc REST. Et en fait, lui, ce qui est parti, il est parti d'un style null. Donc, ce serait juste dire, bah voilà, il y a du réseau. Et au-dessus, il a rajouté un certain nombre de contraintes. Et il a aussi, dans sa thèse, défini un certain nombre de vocabulaire. Je pense que le principal problème, c'est que lui, il voulait faire un truc du coup qui pouvait être réutilisé par tout le monde, et ensuite d'avoir une, une sorte d'architecture que tout le monde utiliserait et qui permettrait d'avoir euh, une sorte d'interface commune à travers toutes les API. Le problème, je pense que c'est dû en partie au fait que c'est une thèse de doctorat, c'est pas forcément très clair, et du coup les gens ont absolument rien compris. Donc en fait, c'est ce que je vais expliquer du coup durant cette présentation. REST, c'est pas un échec parce que Roy Fielding l'a mal designé. REST, c'est un échec parce qu'il a fait quelque chose, il a fait du super boulot et personne n'a rien compris et tout le monde a fait complètement l'opposé de ce qu'il disait de faire. Et du coup, en fait, pour montrer un peu ça, je vais du coup vous présenter REST. Mais juste avant, en fait, je vais vous montrer REST du point de vue d'autres sites, et notamment en fait ce que les gens souvent voient de REST, parce que quelqu'un qui va prendre REST, il va pas aller sur le site de Roy Fielding, il va aller sur, tiens, par exemple, ça c'est une revcard REST qui a été faite par Octo. Donc ils ont fait aussi un article en français. Bon, on va pouvoir regarder l'un ou l'autre. Et en fait, ils disent, bah voilà, ils donnent tout un tas de règles pour créer des API REST. Donc il y a une partie de ces règles en fait qui sont vraies. Il y en a une partie en fait qui sont pas explicitement définies dans la thèse de Roy Fielding, mais qui en soi ne sont pas fausses. Et après, il y a tout un tas de règles en fait qui sont carrément fausses. Donc on va du coup regarder en parallèle ces articles en fait qui disent comment faire des API REST. On va aussi regarder la dissertation de Roy Fielding avec aussi le blog de Roy Fielding en fait qui a l'avantage de rajouter un peu de définition, de complémenter un peu son article. Et on va aussi regarder quelques RFC du coup parce que tous ces éléments en fait sont les éléments vraiment les plus fiables en ce qui concerne REST, en ce qui concerne HTTP. Et aussi, il faut bien voir un truc, c'est que même si les articles vont dire des trucs et qu'on se dit, mais en fait, les articles, c'est vachement mieux pensé que ce que Roy Fielding a dit, ce qui pourrait être le cas. Le problème, c'est que Roy Fielding, c'est lui qui a créé REST, donc s'il dit quelque chose qui est REST ou qui est pas REST, c'est lui qui a raison. Si un article dit autre chose, il peut potentiellement faire mieux, mais ce sera pas REST, ce sera autre chose. Par exemple, plus tard, on parlera de GraphQL. GraphQL, on peut dire, c'est mieux que REST. Ok, peut-être, mais c'est pas REST, c'est GraphQL. Voilà. Vous avez des remarques pour le moment, non? Oh, c'était bon. Il faudra que tu donnes des liens dans la vidéo à mettre en description. Ouais. J'allais le dire, mais t'es plus rapide. Ça, je pourrais vous les passer à la fin, non? Ou je les passe pour... Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est juste pour donner les ressources aux gens dans la description aussi, comme ça leur permet de lire plus précisément aussi. Ok, donc on va commencer par cet article Octo. Tiens, en fait, je propose aussi qu'on fasse un peu un petit jeu. En fait, je vais prendre plusieurs règles de Octo et je vais vous demander, d'après vous, est-ce que ça c'est REST, est-ce que c'est pas REST? Et vous allez devoir me dire, et on va ensuite comparer en fait avec la thèse de Roy Fielding pour voir si c'est vrai. Donc là, il parle d'un certain nombre Si tu pourras zoomer aussi un petit peu ton navigateur, parce que comme c'est un peu moins basse qualité. Hop, on va
va zoomer. Donc bon, là, il parle un peu de O2, donc ça, c'est autre chose. Bah tiens, la première chose dont il parle, c'est le format des URL. Donc on va regrouper un peu de ça. Ils disent qu'il faut utiliser des noms, pas des verbes. Donc là, par exemple, ils disent qu'il ne faut pas utiliser get client, créer client, parce que ce serait du RPC. Et ils disent à la place d'utiliser des noms, donc par exemple client directement avec un ID, account, un ID. Et ils disent également qu'il faut du pluriel et pas du singulier. Donc ils disent qu'il faut mettre users et qu'il ne faudrait pas mettre user au singulier. Et ils disent aussi après des choses comme la case cohérente. Donc soit on met toutes les URL en camel case, soit on les met toutes en snake case ou autre. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à REST? Je sais pas, moi ça me choque pas plus que ça, quoi. Ouais, pareil. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Ok. Ou se taisera jamais. Alors, et ben en fait, le truc, c'est que c'est pas REST. Si vous regardez déjà la thèse de Royal Fielding, bon, on va repartir sur, je reparlerai de tous ces points en fonction de ce qu'ils disent dans la thèse de Octo. Mais en fait, Royal Fielding parle bien d'URI. Mais en fait, ce qu'il dit pour les URI, en fait, c'est qu'une URI doit identifier une ressource. Donc, en fait, le fait d'avoir... j'ai aussi zoomé d'ailleurs la thèse ici. Donc voilà, il parle bien de tout un tas de mots, et notamment il parle d'URL, d'URN. Il dit bien que toutes les ressources doivent être identifiées par des URL. Mais en fait, il parle aussi d'un autre truc, et ça, ils n'en parlent pas trop ici. Et en fait, même dans cette thèse, en fait, il n'en parle pas trop. C'est un concept qui s'appelle le Hypermedia as the Engine of Application State. En fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que dès que vous appelez quelque chose, par exemple un utilisateur, vous appelez la route de l'utilisateur, cette route-là va, en plus de la donnée de l'utilisateur, vous donner tous les liens dont vous aurez besoin pour explorer l'API. Ça va devoir vous donner des liens pour retrouver la liste d'utilisateurs, pour avoir l'utilisateur suivant, précédent, mais aussi pour avoir des données, par exemple, avoir la liste des commandes de cet utilisateur-là, par exemple. Et en fait, le problème en fait de ces URL, en soi, c'est pas un problème, mais souvent, c'est que ceux qui ont mis ça, c'est qu'ils pensent pas au fait qu'en fait, t'as pas besoin des URL. C'est juste censé suivre des liens dans REST. Et en fait, c'est un point assez important de REST. Et aussi pour la même raison, JSON, par exemple, n'est pas un bon format pour REST. On en reparlera parce que JSON n'est pas un format hypermédia. JSON n'est pas fait en fait pour transmettre des liens. C'est juste de la donnée un peu brute. Donc en fait, comme je disais, c'est pas faux, mais souvent ça veut dire que les gens ont mal compris REST et qu'ils ne mettent pas ces liens qui pourtant sont très importants. Donc ça, on en reparlera un peu plus tard parce qu'il parle quand même des liens un peu plus tard dans l'article d'Octo. Parce qu'après, l'hypermédia, c'est quand même une pratique couramment utilisée, même en production. Enfin. Ouais, mais en REST, c'est vraiment le summum de l'hypermédia. C'est pas la plupart des API vont pas assez loin. D'ailleurs, je reprendrai même une citation plus tard aussi de Roy Fielding dans son blog qui dit comment normalement on est censé documenter une API REST, et ça donnera un peu une idée. Alors là, il parle aussi de versionning. Donc par exemple, en parlant là de V1, V2, V3 dans les URL notamment. Est-ce que vous pensez que c'est REST de mettre des versions dans l'URL? Je t'avoue que est-ce que c'est REST, je serais pas te répondre, tu vois, mais en termes pratiques, ouais, d'avoir des sous-domaines, ça peut être pratique, surtout pour de la mise en prod, quoi. Ouais. Après, ton truc, comme tu as dit que c'était focus service, peut-être que ça serait peut-être mieux de mettre des versions par service et pas un truc global. Alors en fait, c'est pas forcément le problème que ce soit par service ou global. En fait, en soi, là, c'est un point sur lequel les gens en fait sont pas tout à fait d'accord, parce que normalement, en fait, REST, du coup, je vais reprendre un peu ces contraintes. En fait, REST a un certain nombre de contraintes. D'ailleurs, je vais parler vite fait, je vais les expliquer tout de suite, puisque maintenant, enfin, je pense qu'on va. Il parle pas trop d'autres contraintes, mais en fait, la 5e contrainte de REST, c'est par exemple code on demand, ce qui fait que techniquement, il n'y a pas besoin de versionner une API REST.
Parce que si jamais vous modifiez une partie de votre API, par exemple en rajoutant quelque chose, et qu'un ancien client ne serait pas capable d'utiliser en fait cette chose-là, votre API devrait fournir en fait tout le code nécessaire au client pour l'interpréter. Donc ça, je disais, c'est un peu bizarre parce que faut quand même faire vachement confiance au serveur auquel vous parlez pour dire tu me passes un bout de code et je l'exécute sans me poser de questions. Enfin, j'allais dire après, enfin, ça a l'air d'être, enfin, d'un point de vue production, tu vois, je suis même pas sûr que ça soit viable, tu vois, genre, enfin. Ouais, Enfin, en fait, je pense que si tu le couples aussi avec des pratiques du type Semver, tu vois, pour moi, si tu as une major release, il n'est même pas question de faire un système au sein du même service. Il faut absolument créer une nouvelle application, donc la distinguer précisément. Et c'est aujourd'hui, enfin, en tout cas en production, ne pas faire ça, ça serait catastrophique. Enfin, donc je vois pas d'autres façons de faire. Enfin, ou après, pour moi, c'est de la bidouille, quoi. Enfin, ça part dans de la bidouille un peu chelou et c'est pas très identifiable. Enfin, par rapport à mon expérience, après, je sais pas, j'ai pas tous les use cases, tu vois, mais. Ouais, et en fait, c'est aussi pour ça en fait qu'ils précisent, hop, je ne sais pas si c'est assez encore, mais là ils disent bien que c'est une contrainte en fait optionnelle. Donc en fait, le fait de pouvoir versionner votre API, c'est pas complètement REST, mais en même temps, en pratique, c'est vraiment la meilleure solution qu'on aura. Donc vite fait, je vais quand même parler aussi des autres contraintes, puisqu'en fait, là, on aura plus trop besoin. Enfin, ce ne sera pas très utile pour le reste du système question-réponse comme ça. REST, en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que pour l'instant, du coup, on sait que c'est identifié par des URL et c'est un peu tout. En fait, du coup, en partant d'une architecture nulle, du coup, c'est juste, on sait que c'est un système en réseau. REST, ça dit que ça va être client-serveur. Donc, on ne va pas avoir de peer-to-peer ou ce genre de choses-là. C'est vraiment un client-serveur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. REST, c'est stateless. Ce que ça veut dire, c'est que si vous faites une requête et qu'ensuite vous enchaînez sur une deuxième requête, à moins que votre première requête ait influé sur l'état d'une ressource, ça ne doit avoir aucune influence sur la deuxième requête. Notamment, vous ne pouvez pas faire juste appeler une URL connect et que vous espérez magiquement que l'API se rappelle en fait que vous avez appelé l'URL connect juste avant. Il faut vraiment que chaque requête contienne toutes les infos dont l'API a besoin pour exécuter la requête et envoyer une réponse. La troisième contrainte, c'est d'avoir une mise en cache. Donc, c'est quelque chose qui est en effet de toute façon assez mise en place de base, puisque sur Internet, surtout maintenant, on a des clients mobiles, tout ça, donc ça paraît assez évident. Il faut une interface uniforme. Donc, ça veut juste dire que quel que soit, même si vous avez en fait plusieurs points pour votre API REST, vous devrez toujours offrir exactement la même interface et le client ne doit pas avoir une doc différente pour chaque partie de votre API REST. Layered system, ça permet notamment en fait de cacher une partie de l'API. Imaginons que vous avez une vieille API RPC, avec REST, vous pourrez en fait mettre une nouvelle couche par-dessus et faire une sorte d'abstraction en fait des couches d'en dessous. Et aussi, ça concerne aussi pour tout ce qui est proxy. Donc voilà, le reste doit marcher avec des proxys, tout ça. C'est quelque chose d'assez simple, notamment dans le web. Et la dernière, donc, comme je disais, comme demande, qui est optionnelle. Et également, en fait, il parle plus tard, en fait, dans sa thèse, après, de quelques autres points. Notamment, du coup, comme je disais, l'hypermédia as the engine of application state, donc qui dit que en fait, vous avez juste à suivre des liens pour explorer votre API. Attention à ton portable, en fait. Parce que... Désolé, j'ai reçu un coup de fil. Du coup, comme je disais, il a juste à suivre des liens pour explorer une API REST. Et aussi quelque chose d'autre qui n'est pas toujours mis en place, mais votre API devrait permettre de la négociation de contenu. Donc votre API devrait pouvoir fournir plusieurs formats différents. Bon, les API, comme je disais, JSON, c'est pas très bien pour faire des API, mais imaginons que votre API fournit du JSON et du XML. Il faut que le client puisse demander au choix l'un ou l'autre. Et du coup, ça, il y a différentes méthodes en fonction du protocole pour les demander.
Alors ensuite, ça parle de CRUD. Et du coup, ça dit que du coup, pour une API REST, il faut utiliser le verbe HTTP GET pour lire, POST pour créer, PUT pour créer ou mettre à jour, patch pour mettre à jour et delete pour supprimer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça du coup? Mais c'est pas complet du tout là. Ok, pourquoi c'est pas complet? En fait, j'allais dire, c'est pas précis, tu vois. Par exemple, patch pour update. Enfin, Ouais, mais par rapport là, à. on parle juste du use case. Après, on parle pas de comment on va l'utiliser vraiment en pratique. C'est juste, est-ce que patch, par exemple, ça donne un bon use case pour update une ressource? Sachant qu'il précise aussi que PUT, c'est pour faire une full update ou pour créer une ressource spécifique et patch pour un partial update. Mais là, juste en partant de ça, est-ce que ça vous paraît à peu près logique ou pas? Par Ça rapport au paraît, reste. ça paraît juste, ouais. Pour moi, PUT, c'est plutôt ajouter quelque chose à une ressource existante. Enfin, si je dis pas de conneries. Enfin, ouais, mais à mon avis, il y a des choses qui manquent. Enfin, j'ai plus le truc précisément, mais. Ok. Bah, en Ouais. fait, la réponse, c'est assez simple. En fait, c'est complètement faux. Voilà, je dirais que je le dis. Parce qu'en fait, ça se base du principe que REST, ça utilise HTTP. Voilà, ils disent même REST est précisément d'utiliser HTTP. Et c'est complètement faux. Si vous regardez en fait la dissertation de Roy Fielding, ils ont fait une petite recherche sur HTTP. C'est juste, ici à HTTP, il donne un exemple. Il dit, bah voilà, ça peut être une représentation peut inclure un document, un fichier, un truc HTTP, mais ça ne dit pas, voilà, faut utiliser HTTP. Là, il précise juste, c'est pour ça, c'est pour genre les proxys ou ce genre de choses qui parlent de HTTP encore. Là, il parle encore des proxys HTTP, mais du coup, ça ne dit pas que REST doit utiliser HTTP. Et à la là, il dit que bah voilà, le web utilise souvent HTTP, mais ça dit toujours pas qu'il faut utiliser absolument HTTP. Là, il donne encore un exemple. Il dit bah voilà, tu peux obtenir une représentation, par exemple en utilisant HTTP GET. Et le dernier point, c'est dit ben maintenant le chapitre suivant, c'est on va montrer un exemple d'implémentation REST avec HTTP. Et en fait là, du coup, si on regarde le blog, hop, il dit voilà ici qu'en fait, une API REST ne devrait pas dépendre sur un seul protocole de communication. Donc, dire qu'une API REST, ça doit utiliser HTTP, en fait, de base, c'est faux. Et là, je n'ai plus l'article sous les yeux, mais il me semble que c'est celui-là. Et voilà. Et là, il dit aussi que, en fait, quand on lit son article, on ne va trouver aucune mention en fait de CRUD. Ça fait pas partie de REST, en fait. REST, c'est pas que pour faire du CRUD. En fait, là, je triche un peu, du coup, parce que après, quasiment tout l'article va partir sur du REST HTTP. Et en pratique, dans le web, c'est HTTP qu'on va utiliser. Mais c'est pas, en fait, REST n'a pas été spécifiquement fait pour être utilisé sur HTTP. Mais on va partir du coup du principe, à partir de maintenant, on va parler d'API REST sur le protocole HTTP. Et si on part de ce principe-là, en fait, c'est à peu près vrai. PUT, en fait, tu peux vraiment update une ressource. Il faut par contre bien, comme ils disent, envoyer une ressource complète. Et on peut aussi bien créer une ressource. Que les gens en fait savent pas. La seule règle, en fait, c'est qu'il faut passer directement l'ID de la ressource. C'est quelque chose qui est autorisé en REST, c'est quelque chose qui est, du coup, de fait, mais c'est aussi quelque chose qui est autorisé par la RFC HTTP. Donc, hop, RFC HTTP ici, donc je vais aller sur la RFC qui définit PUT. Hop. PUT, et ils disent que la PUT ressource peut servir à remplacer en fait une ressource ou à la créer. Donc voilà, donc c'est parfaitement autorisé. Par contre aussi, il manque un truc, en fait, c'est qu'ils disent POST, ça sert à créer, mais en vrai, vous avez le droit aussi de mettre à jour une requête en utilisant, de mettre à jour une ressource en utilisant POST. Justement, dans l'article de Roy Fielding, c'est OK d'utiliser POST. D'ailleurs aussi, si vous vous dites ouais, mais c'est un article de Roy Fielding, lui il a créé REST pas HTTP,
faut quand même voir que ici, si on monte tout en haut, en fait, c'est aussi lui qui écrit, enfin, c'est en tout cas un des auteurs de la RFC HTTP, donc il s'y connaît quand même pas mal. Et si on va voir Post, en fait, on se rend compte que c'est assez flou. Ils disent, ils font par exemple, Post peut être utilisé pour ses fonctions, entre autres. Et en fait, si on lit bien la RFC de HTTP, Post, ça peut servir à peu près à n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être safe, donc vous pouvez modifier des ressources. Ça n'a pas besoin d'être idempotent, donc si vous envoyez plusieurs posts à la suite, ça peut avoir ça vraiment pas la même chose. Idempotent, en fait, si vous faites par exemple plusieurs billets à la suite, ça ferait comme si vous n'en avez fait qu'un seul, puisque la ressource, vous allez la supprimer. À moins que quelqu'un d'autre ait recréé la ressource entre-temps, plusieurs billets, ça fait comme un delete. Donc, c'est par exemple, si vous avez un problème de connectivité réseau, c'est parfaitement safe de renvoyer un delete si vous en avez déjà envoyé un. Par contre, post, c'est pas le cas. Si vous envoyez un post et qu'il y a eu un problème de communication réseau, en fait, si vous renvoyez une autre post, ça peut vraiment complètement changer l'état. Donc, ça, c'est juste quelque chose, c'est pas complètement vrai. La plupart des API, après, ça va être aux API de choisir comment ils implémentent chaque verbe. Ils peuvent très bien dire, nous, on refuse post pour update, mais c'est pas quelque chose d'absolu. De la même manière, la plupart des API vont interdire de créer en utilisant un put, parce que ce sera souvent l'API qui voudra choisir l'ID de la ressource, et il n'a pas envie que ce soit le client qui décide. Hop. C'est un peu le fond du problème après aussi, tu vois, c'est que après il y a beaucoup de trucs qui sont ambigus et genre c'est en mode choisi quoi, genre donc enfin ça c'est aussi pour ça que c'est un débat un peu éternel à chaque fois. Ouais, le problème c'est qu'après la question ça va pas être de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ça peut être ouvert à débat, mais la plupart des articles que vous allez trouver sur le sujet disent c'est comme ça que ça marche, alors qu'en fait non, c'est pas précisé que c'est comme ça que ça va marcher. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça peut être ouvert à débat. Par contre, est-ce que c'est autorisé ou pas? En fait, c'est pas ouvert à débat. Clairement, tout ce que je dis là, c'est autorisé à la fois par la thèse de Roy Fielding sur REST et par la RFC HTTP. En fait. Du coup, ensuite, il parle des requêtes partielles avec du coup des réponses partielles. Ça, en fait, pareil, est-ce que vous pensez que c'est REST de pouvoir demander, donc là, ils disent par exemple en utilisant des query params pour demander seulement une partie des items en fait. Moi je dis c'est faux, parce que depuis tout à l'heure tout est faux. Je sais pas, j'en ai jamais fait dans une REST moi perso. Donc, bon raisonnement. donc en fait, du coup, encore une fois, c'est techniquement faux en fait. Mais disons que c'est juste pas précisé par REST. Mais en soi, en fait, c'est pas. En fait, du coup, comme je disais, c'est pas précisé par REST. Donc il n'y a rien qui dit que c'est interdit ou autorisé. Donc on va dire ici que c'est faux, en fait, parce que ça n'est pas partie de REST, mais c'est pas forcément une mauvaise chose de le faire. Ouais, tu vois, après, c'est intéressant quand même ce que tu montres parce qu'on voit vraiment ce que ça a été REST à la base. Mais après, tu vois, si les gens ils ont fait ces choses-là, est-ce que c'est pas dans un souci de production aussi? Aussi, ouais, alors il y a des soucis de production, c'est vrai, mais il y a aussi par exemple le coût des URL, je vais en reparler après, du coup, quand je parlerai du Hypermedia Azure Engine of Application State. Mais en fait, je pense que c'est surtout que les gens n'ont pas compris ça, et en fait, je pense il y a certaines choses, je pense que c'est des soucis de production, notamment le versionnage de l'API, notamment pouvoir filtrer comme ça, mais il y a aussi d'autres choses. Je pense juste que c'est des gens que les gens ont juste pas en fait compris ce que c'était REST. Et ou aussi, enfin, dire parce que REST, si on veut faire une API REST HTTP, il faut se taper toute la thèse de Roy Fielding, il faut se taper toutes les RFC. La RFC HTTP avant c'était une RFC, maintenant juste pour la base c'est 6 RFC différentes. Il y a en plus une RFC spéciale pour patch et il y a quelques autres choses en plus comme ça qui sont dans des RFC à part. Donc après, enfin, tu vois, je vais peut-être formuler une hypothèse, mais il y a aussi un certain background technologique à prendre en compte, tu vois, parce que quand tu vois les REST API qu'ils faisaient sous Java ou sous C# avec .NET, enfin, moi, quand on est déjà fait, tu vois, genre, c'est totalement horrible et la plupart du temps, ils supportent des formats d'URL qui sont totalement bidons, tu vois, et c'est des trucs, t'as pas un peu le choix, c'est pas genre un peu serveur genre à la Express, tu vois.
Parce que quand Express est arrivé, même sur d'autres langages, tu vois, comme par exemple PHP avant Slim, t'avais pas non plus trop. Enfin, les formatages étaient galères, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, il est beaucoup plus simple d'avoir la gestion des paramètres par le biais des URL, etc. Enfin, de manière beaucoup plus dynamique, tu vois, la Python. Python, ça fait un moment qu'ils ont ça, tu vois, mais enfin, je pense qu'il y a 10 ans, tu vois, c'était quelque chose qui n'était pas fréquent, tu vois. Les gens, ils faisaient pas beaucoup des URL, enfin, ils n'avaient pas vraiment des URL formatés comme ça. Et surtout, les frameworks et les outils n'étaient pas non plus adaptés, tu vois. Et moi, je m'en souviens encore, il y a quelques années, j'ai fait des API en Java et en .NET. Je crois que c'était du .NET, je crois, la deuxième. Et c'était vraiment catastrophique, tu vois. Donc, je me dis qu'aussi, sur certaines prods, il y a des backgrounds technologiques, tu vois, des mecs qui ont décidé des décisions qui ont été faites de dire on fait des restes sur tel techno à la con, tu vois. Et t'as des backgrounds de ce genre-là, je pense aussi beaucoup en prod. Enfin, qui pourraient expliquer, tu vois, des trucs un peu chelous, tu vois, des mix. Ouais. Ouais, mais il y a aussi, je pense quand même qu'une API comme ça devrait pas dépendre de la techno qui est derrière. Et aussi, en fait, parce que REST, en fait, si tu regardes, et notamment, du coup, il y a toujours des trucs dont on va parler, mais en fait, REST, c'est vraiment pas une API conçue pour être exploitée par des humains, c'est vraiment conçu pour être exploité par des machines. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de trucs où tu te dis, ouais, mais les URL, c'est quand même vachement mieux qu'elles soient formatées comme ça, c'est vachement mieux si les réponses elles sont de ce type-là. Mais en fait, ok, pour le développement, ça paraît mieux, mais déjà, en fait, pas vraiment. Et en plus, lors de l'exploitation, il y a pas mal de trucs comme ça où on a modifié qui rendent l'exploitation en fait beaucoup plus compliquée parce que toutes les règles de REST n'ont pas été suivies, en fait. Roy Fielding, il a quand même pensé à pas mal de trucs pour de la prod. Les gens, ils n'ont pas compris en quoi c'était intéressant pour de la prod et du coup, ils l'ont modifié. Et en le modifiant, du coup, tu as quelque chose d'autre. Alors, ça peut être quand même intéressant, mais on perd certains des avantages de REST, et alors qu'on aurait pu les garder en fait depuis le début. Ouais, mais on va surtout dire que c'est évolué au fur et à mesure des âges. Et peut-être dans les années 2000, on n'avait pas imaginé mettre des paramètres pour justement filtrer. Et après, il y a eu la naissance des téléphones mobiles, des smartphones, et puis il a fallu évaluer la technologie. Pour le coup des filtres, par contre, ouais, je suis d'accord que c'est peut-être pas quelque chose qui en 2000 était pensé, mais il y a d'autres points sur lesquels on va venir aussi qui. De toute façon, tu as des exemples après, plus tard. Ouais, Ouais, ok, on va y arriver. Ensuite, la pagination. Alors ouais, la pagination. En fait, quand vous avez notamment, alors ça va pas être sur une ressource unique, mais plutôt sur une collection. Bah, vous appelez tous vos utilisateurs. Bah, il y a un moment où si vous avez 1 million d'utilisateurs, bah, va bien falloir paginer. Donc là, on a plusieurs méthodes. Donc comme vous voyez là, souvent c'est dans le retour directement. En fait, ça c'est à l'intérieur du body en fait de la réponse. C'est souvent le cas. GitHub, lui, met ça dans les headers HTTP. Là aussi, ils parlent du coup de. Ils disent aussi que il y a divers mécanismes. Ils disent par exemple soit d'utiliser une range en get, soit d'utiliser les headers HTTP content range, accept range. Et là, en fait, ils nous parlent, du coup, ils disent tiens, c'est super, en fait, il y a une réponse HTTP qui est fait exprès pour ça, c'est le 206 partial content. Et il donne un petit exemple, voilà, par exemple, peut-être tu demandes des restaurants, il y en a trop. Et là, sur l'API, bah voilà, pouf, elle te répond du 206 partial content là. Donc là, là on a une requête, là on va avoir une réponse avec du 206 partial content. On te dit bah voilà, t'as les 24 premiers restaurants sur 48 et en fait on aurait accepté jusqu'à 50 restaurants. Est-ce que vous pensez que ça c'est REST ou pas? Je pense pas, vu qu'on utilise les headers HTTP, et puis reste, c'est pas forcément HTTP. Alors en fait, là, c'est un peu piégeux comme question parce qu'en fait, utiliser des HTTP en REST, en fait, c'est parfaitement autorisé, puisqu'en fait, REST autorise, quel que soit en fait, il peut marcher sur plusieurs protocoles, mais il autorise d'exploiter à fond toutes les possibilités du protocole, en fait. Et notamment, c'est une très bonne façon de faire ça. En fait, j'utilisais du coup le header link. Mais pour que ce soit parfaitement REST, en fait, il faudrait aussi utiliser en fait dans le retour comme ça, parce que comme je disais, du coup, bah,
puisque REST devrait très bien fonctionner sur une API non HTTP, enfin sur un protocole non HTTP. Et ça, quand c'est dans le body, on est sûr. Et aussi, toujours RoyFielding dit en fait que un des points importants en fait, c'est que les REST API doivent être hypermédia et enfin hypertext driven plutôt. Et pour ça, en fait, faut forcément utiliser des formats de retour dans les bodies vraiment qui permettent d'envoyer des liens en fait. Et du coup, envoyer dans le header, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, mais c'est vachement important de l'envoyer dans le body. Par contre aussi, en fait, la question, elle est un peu piège, du coup, parce qu'en soi, c'est vrai, mais en fait, c'est cette partie-là qui est fausse, en fait, puisque ça, en vrai, c'est pas HTTP, tout simplement. Ça, tout le monde peut se dire, bah, c'est génial, on a un 206 partial content, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le partial content n'a pas été fait comme ça pour des API, parce qu'en fait, le seul type autorisé dans Accept Range, c'est le type byte. Et en fait, ça sert juste à reprendre des téléchargements de fichiers. Donc, donc en fait, il y a le droit de faire il y a le droit de faire de la pagination, mais même si vous faites de la pagination, vous êtes obligé de renvoyer des 200 et vous devez sauter le content range, accept range. Vous devrez juste renvoyer en fait dans votre retour avec des liens de ça pour indiquer s'il y a une page suivante ou pas. Et c'est au client ensuite de voir si on lui indique qu'il y a une page suivante ou pas. Donc ensuite, il parle de filtres. Donc ça, je vais un peu passer assez vite dessus puisque c'est un peu la même chose que pour quand on filtrait sur une seule ressource les champs qu'on voulait. C'est pas particulièrement précis en REST, mais c'est absolument pas faux en fait. Vous pouvez le faire et il n'y a rien qui l'interdit. Pareil les tris, là il parle de tri. En fait, il y a rien dans REST qui interdit de passer des get parameters comme ça pour filtrer ou trier des collections. Donc des recherches, ça je vais aussi passer assez rapidement puisque pareil des recherches en fait c'est juste une requête sur des routes spéciales, c'est autorisé, mais pareil toujours il n'y aura pas le droit de faire du 206 partial content. Ensuite là il y a de la négociation de contenu. Du coup ils disent bah voilà on doit utiliser les headers accept. Donc quand on fait notre requête on dit bah moi j'accepte soit du XML soit du JSON, mais je préfère avoir du XML. Là, on dit je préfère avoir soit du texte, soit du JSON, mais je préfère le texte. Donc, si l'API ne gère pas le texte, il va renvoyer du JSON. Là si l'API gère les deux, elle va renvoyer du XML. Si elle n'en gère qu'un seul, elle renverra celui des deux qui convient. Et si elle ne gère aucun accept, elle renverra du coup une erreur. Mais du coup, est-ce que là, toute cette partie-là, vous pensez que c'est REST ? De quoi par rapport au call là le fait de pouvoir utiliser des headers accept avec application XML, application JSON. Ouais. T'as dit qu'il n'y avait pas besoin de. Enfin, c'est pas limité à JSON donc. Ouais, voilà. Donc en fait, là, en soi, du coup, comme je disais, oui, c'est autorisé. De toute façon, c'est même en HTTP, c'est la seule bonne manière de faire de la négociation de contenu. Il y en a qui parlent en fait. Qui parle d'utiliser notamment des URL en mettant par exemple là, dans l'API buffer à la fin .xml pour dire bah voilà moi je veux du XML. Mais dans ce cas-là c'est plus de la négociation de contenu en fait. Enfin, c'est juste tu dis moi je veux ça et tu négocies rien du tout. En HTTP vraiment la bonne manière de faire de la négociation de contenu pour une API REST c'est d'utiliser accept et vous envoyez en fait tout ce que vous êtes capable de gérer comme format et ça vous retourne le premier format approprié que ça propose. C'est même plus lié à. Enfin, c'est aussi une règle ouais, HTTP quoi. Enfin, ouais, ça, c'est une règle HTTP aussi. Mais comme je disais, là, on parle vraiment des API REST sur HTTP parce que de toute façon, sinon, de façon de base, on se sera arrêté au début parce qu'il part très vite sur HTTP alors que, comme je disais, REST, c'est pas forcément HTTP. Par contre, là, le problème, donc le seul problème qui parle dans cette partie-là, en fait, c'est qu'ils disent qu'ils conseillent d'utiliser deux formats, JSON et XML. Et le problème, comme je disais, c'est que RoyFielding, il a dit qu'une API REST doit retourner en fait des formats qui sont hypertexte. Et ni JSON ni XML ne sont des formats hypertexte. Et par exemple, un format hypertexte, c'est le HTML. Donc en fait, le HTML, c'est un meilleur
pour un retour d'API REST, HTML c'est un meilleur format que JSON en vrai. Mais vu que l'HTML c'est de l'XML, ça se passe comment? Ouais, mais en fait, c'est un superset du XML qui rajoute de la sémantique pour des liens, en fait. Donc, notamment, du coup, en HTML, il y a les formes qui rajoutent de la sémantique sur comment avec quel champ doivent envoyer de la data. Il rajoute des images qui dit, par exemple, bah, ça, c'est une image qu'on charge, mais en fait, on ne recharge pas la page. En fait, ça vient s'inclure dans la page. Et aussi, tu as aussi des liens où tu peux cliquer dessus et ça te ramène vers un autre contenu. Et en plus, HTML plutôt, va définir plein d'options que tu peux mettre, par exemple, dans tes balises A, pour permettre à un ordinateur d'analyser automatiquement le contenu vers lequel il va aller en appuyant sur ta balise. Donc, par contre, je ne dis pas qu'il faut utiliser du HTML en vrai pour une API REST. Il y a plusieurs très bons formats. Alors, XML, c'est plus trop utilisé, mais notamment en JSON, il y a le format JSON API, en fait. Et pareil, si en fait on va regarder JSON API, et ben en fait c'est du JSON. Sauf qu'en fait c'est du JSON où ils ont dit bah voilà, il y a des règles très précises sur les noms et par exemple quand tu as un retour JSON API, si tu suis links et qu'ensuite ici tu as différents liens et si tu as construit un programme qui est capable de comprendre le JSON API, en fait il saura que ici c'est forcément des liens. Et il pourra même en fait comprendre la sémantique parce que des trucs genre self, next, last, en fait, c'est des choses qui ont été définies par l'IANA. Du coup, c'est une autorité un peu qui a dit, bah voilà, si vous avez next, en fait, c'est forcément que vous allez accéder soit à la ressource suivante, soit à la page suivante. Et du coup, avec ça, vous pouvez faire. Et c'est là en fait qu'on commence à vraiment rentrer dans le reste. En fait, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez avoir faire un peu des systèmes automatiques. Ça veut dire que vous pouvez faire un petit programme qui juste affiche une interface avec des questions pour que du coup qu'un utilisateur quand même pilote la chose. Mais en fait, si votre interface connaît JSON API, en fait, vous pouvez le plugger sur n'importe quelle API JSON API. Bah, il sera capable de lire. Bon, il n'affichera pas forcément très bien, mais il saura qu'en plus, bah, voilà, dans l'interface, il faudra ajouter des boutons pour accéder à l'élément suivant, à l'élément précédent. Il va savoir quels éléments afficher. Et en plus de ça, il y a un format en fait qui s'appelle RDF. Et RDF, ça sert à définir des ressources. Et c'est un format en fait qui est compréhensible dans certaines mesures, enfin qui est parsable en tout cas par des machines. Et en fait, ça fait que, bah, par exemple, là vous avez Aussor. Bah, Aussor, votre système, enfin votre interface, elle va pas savoir ce que c'est Aussor en fait. Mais du coup, elle va pouvoir aller regarder le fichier RDF lié à cette ressource-là, que normalement vous aurez dû fournir du coup aussi avec votre API, et elle va savoir, bah, tiens, Aussor en fait, ça aura cette description-là, et ça fait que juste à côté, ou par exemple quand l'utilisateur passera la souris au-dessus de Aussor dans son interface, ça lui dira, voilà, en fait, c'est la personne qui a écrit l'article. Donc là, JSON API, c'est un exemple de format hypermédia. Mais il y a un autre exemple, il y a le collection plus JSON. Voilà. Donc ça, c'est qui a été défini par Mike Amundsen, qui lui, notamment, a écrit un livre que je vais vous retrouver. Je l'ai ici. Tac, alors, je vais juste activer ma caméra vite fait du coup, pour un tel livre. Hop. Du coup, voilà, il a écrit ce livre-là, en fait. Et du coup, il a écrit, donc c'est RESTful Web APIs. Et en fait, c'est dans ce livre, RESTful Web APIs. Ouais, je remets. C'est dans ce livre RESTful Web APIs qu'il a défini en fait ce format-là. Et en fait, il a dit, le but c'était un peu de présenter un exemple de bon format, hypermédia. Et en fait, quand on regarde, c'est que du coup, il définit plein de trucs. Déjà, on voit que lui aussi définit. J'ai encore une fois. Lui aussi définit des links. Lui aussi, il va du coup définir des items. Mais en fait, il va même avoir des queries et des templates. Et en fait, ça permet en fait de simuler un peu. Je vais essayer de trouver un endroit où il donne des exemples. Voilà, template, data. Et donc, il va dire prompt, name, value. Et ben ça permet de simuler si vous avez une interface qui accepte le collection plus JSON, de simuler un formulaire en fait. Du coup, ça nous permet notamment, dès que votre
votre interface, vous voulez créer une nouvelle ressource en update, et ben dans template, vous avez en fait tous les champs qui a besoin, en fait, tous les champs de votre ressource. Prompt, ça contiendrait en fait comment dire, le petit truc avant le champ lui-même qui dirait par exemple entrez ici l'auteur de votre article. Name, ça serait par exemple author, donc c'est le nom du champ. Et value, ben, si la ressource existe déjà, ce serait du coup la valeur actuelle. Si la ressource n'existe pas encore, ce serait vide. Et en fait, avec Collection plus JSON, votre client prendrait ça, il remplirait juste les values avec les valeurs que l'utilisateur a rentrées, il renverrait ça en post ou en put à l'API, et l'API, elle comprendrait immédiatement, elle remplirait la valeur, et du coup, avec ça, en fait, avec Collection plus JSON, vous pouvez vraiment faire un client complètement automatisé pour une API REST, et c'est là, en fait, qu'on arrive vraiment à ce que devrait être une API REST, en fait, c'est que il y a quelques médiatypes, et pour peu que votre client sache supporter ce médiatype précisément, vous devriez pouvoir complètement exploiter une API avec une petite interface graphique. Contrairement aux clients actuels comme Postman ou Insomnia, par exemple, genre Insomnia qui dit vraiment je suis un client REST, mais en fait, il faut faire toutes tes requêtes HTTP à la main. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose de REST. Et sinon, du coup, je disais, c'est surtout JSON. Donc aussi en JSON, il y a aussi le format JSON LD qui est beaucoup plus simple, mais qui permet de mettre des liens. Et en format XML, par exemple, il y a le format Atom, donc, qui sert pour la syndication RSS, qui pourrait être utilisé, puisqu'en fait, il définit toutes les règles pour ajouter des liens. Tout comme HTML, du coup, même si en vrai, je ne vous conseille pas d'utiliser de l'HTML. Bon, là, il parle de Corse. Bon, en fait, ça, c'est plus propre à HTTP, et en fait, vous êtes obligé de passer par du Corse si un jour vous voulez faire ou du JSONP, pareil. C'est pas particulièrement REST, mais au bout d'un moment, il faut faire ce qui doit être fait pour que juste que l'API marche, quoi. Et voilà. Et donc là, on en arrive aussi à la partie ATOAS. Donc, du coup, c'est ce que je disais. En fait, c'est Hypermedia as the engine of application state. Ça, je vais pas vous poser la question. Du coup, est-ce que c'est ce qui doit être fait ou pas? Enfin, est-ce que c'est REST ou pas? Puisqu'en fait, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est le fait de mettre des liens en fait de partout. Et en fait, c'est grâce à ça que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de mettre, des URL avec forcément des règles ultra strictes en mode users au pluriel, ça que les utilisateurs comprennent ça, puisqu'en fait une API REST, et donc là c'est alors je sais plus exactement, je sais qu'il le dit dans cet article-là, je passerai le lien de l'article après, mais en gros ce qu'il dit c'est que voilà, c'est ça en fait, c'est ici. Il dit qu'une API REST devrait être exploitable uniquement en connaissant l'URL de l'API. C'est-à-dire que si je vous dis que si j'ai un domaine, juste si vous tapez api.domaine.com, vous devez être capable d'exploiter entièrement mon API. Vous ne devriez pas avoir besoin de doc ni rien. Et en fait, tout simplement parce que vous devrez arriver sur un retour du coup quelconque. Donc il y a actuellement, pour les homepages, pour les API REST, il n'y a pas encore grand-chose en vrai, et c'est aussi un des problèmes des API REST. Il y en a un qui est actuellement en draft, mais du coup, c'est toujours pas formalisé et il change régulièrement. Mais normalement, vous devrez arriver sur une page qui dit tiens, si tu veux avoir la liste des utilisateurs, va sur ce lien-là. Si tu veux avoir la liste des commandes, va sur ce lien-là. Et quand tu vas sur le lien d'utilisateur, ça devrait dire voilà, si tu veux aller sur un utilisateur précis, suis ce lien-là. Quand tu vas sur l'utilisateur, ça devrait dire si tu veux accéder aux commandes de cet utilisateur, va suis sur le lien-là. Si tu veux accéder aux adresses de cet utilisateur, va sur ce lien-là, et ainsi de suite. Du coup, en fait, en utilisant ça, vous ne devriez même pas avoir besoin de documentation. Il faudrait suivre des liens. Alors la question c'est, est-ce qu'en prod c'est vraiment envisageable en fait, puisque en vrai je connais aucune API, même les API qui respectent très bien le protocole REST, enfin l'architecture REST plutôt, parce qu'il en existe, offre quand même une documentation. Mais voilà, déjà... Pour connaître un peu le sujet, tu vois, parce que du coup t'en parles, mais en plus on en avait déjà discuté de ça. Enfin, pas avec toi, mais lors d'une note school, on en avait discuté dans le café où on était allé juste après. Je sais pas si Delta et tout s'en souvient. C'était un des mecs là qu'on connaissait pas. Et bref, on a déjà beaucoup discuté de ça justement sur le fait, avec l'hypermédia, le fait que quand tu rentres dans une REST, t'as les liens, t'as tout ça. Enfin, en gros, t'as pas besoin de doc à côté, quoi.
Mais par contre, en production, la problématique que ça pose, c'est que ça pose une problématique d'implémentation en fait sur la REST en elle-même, avec plein de nouvelles ressources qui sont notamment, si tu veux faire un truc propre, la plupart des REST qui ont ça, parce qu'il y en a quelques-unes, tu vois, j'en avais déjà vu, et c'est super cool, mais en vrai, ils ont réimplémenté tout un système donc de SSR pour, enfin, tu sais, en fait, ils ont refait tout un gros système, et ce que je vois, c'est que la plupart du temps, ça demande énormément de boulot, alors que les docs aujourd'hui, la plupart du temps, elles sont générées automatiquement pour nos REST API, hein, c'est auto. Enfin, on a tout bien fait dès le début pour que ça le fasse, en tout cas quand c'est bien fait. Et avoir ça, en fait, c'est un boulot supplémentaire. Et généralement, bah, les clients ou même en prod, on dit, bah, il y a la doc, on s'en bat les couilles, quoi. Genre, enfin, en gros, on va pas repasser des semaines en plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Après, De toute façon, moi je pense aussi que la doc c'est indispensable, juste parce qu'en vrai, t'es un développeur, tu trouves pas la doc, bah, c'est pratique de pouvoir explorer comme ça, un peu à la main ou avec un outil automatique. Mais en vrai, moi, si genre un jour je veux utiliser la page Facebook, je vais pas me casser le cul à aller suivre tous les liens pour trouver toute l'info que je veux. En fait, je vais juste regarder leur doc. Donc, mais en tout cas, même si de toute façon la doc est de façon indispensable pour implémenter une API. Utiliser ça de toute façon, s'il n'y a pas ça, c'est pas REST. Et c'est aussi un gros problème en fait de toutes les API qui se disent REST actuellement, en fait, c'est qu'elles n'ont pas ça. Enfin, il y a aussi beaucoup de trucs dessus qu'elles n'ont pas. Mais déjà, sans ça, une API ne peut pas se dire REST en fait. C'est un point essentiel que les API ignorent. Alors que tout ce qui est stateless, bah, ça c'est tout le truc dont tout le monde parle. On dit bah, une API REST, c'est stateless. Donc voilà. Voilà, du coup, là aussi, il y a Erwan qui pose une question. Du coup, il demande quels sont en fait les vrais avantages de REST. Bah, en fait, c'est ce que j'explique un peu avec ça. C'est que en théorie, en fait, une API REST, tu vas pouvoir l'exploiter sans la doc. Et ce que tu pourrais faire, ce serait normalement un client, un peu comme un navigateur web, tu vois, qui serait capable de comprendre l'API REST comme un navigateur web comprend le HTML et du coup de l'explorer donc, avec l'aide d'un utilisateur, bien sûr, puisque ton programme ne va pas comprendre ce que c'est un utilisateur, ne va pas comprendre ce que c'est une commande, mais ça ferait que tu pourrais faire une interface graphique que tu pourrais plugger sur n'importe quelle API REST en fait. Bah justement, en fait, je ne sais pas si tu avais écouté, pour les conventions des API REST, c'est qu'on est obligé d'utiliser un format hypermédia. Donc après, les formats hypermédia, il y en a, comme je disais, des collections plus JSON, il y a JSON API, il y a HTML, enfin voilà. Et du coup, tu vas pas pouvoir faire un client absolument universel, mais s'il suit quelques formats comme ça, il va pouvoir explorer plusieurs API en fait de manière un peu automatique. Voilà, et donc là, il montre par exemple l'API de PayPal, bah voilà, elle suit en fait cette règle en fait. Elle dit bah voilà, tu peux en utilisant la méthode get, tu peux accéder à la relation self, donc la ressource courante en utilisant cette URL là. Bon, elle utilise des mots clés un peu HTTP. On voit aussi qu'elle met du redirect. Bah, c'est une convention soit, donc c'est une convention qu'ils ont eux, c'est pas forcément la meilleure, mais voilà, ça marche et du coup en utilisant ça respecte cette partie d'une API REST en tout cas. Bon là aussi du coup il parle des cas où on a des trucs qui ne sont pas des ressources, donc par exemple calculator sum là, comme je disais en fait REST c'est pas que du CRUD sur des ressources, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Et du coup, en effet, tu pourrais avoir d'autres choses. L'API de PayPal, elle reste, et pourtant, elle doit avoir des ressources pour payer. Et payer, c'est pas forcément, enfin, ça va pas forcément être un poste de DI no ressources. Et du coup, en fait, c'est valide. Faut juste en fait mettre un lien. Du coup, par exemple, là, je prends un lien. Il devrait avoir un lien avec rel, qui explique en fait que la relation, c'est un lien pour payer. Le seul truc du coup, c'est que là, tous les liens qu'on voit là, par exemple, notamment Self, c'est un lien qui a été défini par l'IANA. Du coup, s'il y a un lien pour payer, ça n'a sûrement pas été défini par l'IANA, mais en fait, il y a le droit. Ça, pareil, c'est même dans les links, dans les headers HTTP, et ça se définit dans les RFC HTTP, ils disent si jamais quelque chose n'a pas été défini par l'IANA et que tu en as besoin, juste tu le définis dans DataDoc, et en théorie, dans la relation, il faudrait mettre l'URL complète de la doc, en fait, et comme ça, quelqu'un qui explore l'API, il peut cliquer sur la relation et tomber sur ta doc et savoir en fait ce que c'est ce lien-là. Donc avoir des
avoir des retours, des URL comme ça, c'est parfaitement legit. Par contre, avoir une URL, la users create, en fait, il vaut mieux juste avoir une URL users. Sinon, là, en fait, on tombe plutôt dans du RPC. Je vais en reparler un peu après. Bon, là, il parle aussi un peu des erreurs. Pareil, en fait, il ne finit pas particulièrement de format d'erreur. Il faudra juste, du coup, là, regarder pour les codes d'erreur, les codes d'erreur HTTP, ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'en trop en parler. Tout le monde connaît 400, 401, 404, ce genre de choses. Et pareil, en fait, pour la description des erreurs, en fait, donc là, il propose un format. Il y a au moins une RFC, en fait, qui propose un format de retour d'erreur, mais en fait, il n'y a pas de format comment dire, qui est vraiment la référence des erreurs. Bon, vite fait, les status codes, du coup, voilà, ils en donnent quelques-uns. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, là, tous les status codes qu'ils donnent sont bons, à part du coup de Sensible partial content, qui ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une réponse paginée, comme je disais, pour reprendre un téléchargement d'un fichier. Il donne aussi quelques erreurs HTTP, là, 400. Donc 400, c'est si la requête est invalide. 401, c'est si vous n'êtes pas connecté. 403, c'est si vous êtes connecté, mais que vous n'avez toujours pas le droit. Voilà, il vous en donne quelques-uns. Tout cela sont justes, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais voilà. Pareil, 500, serveur error. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir sur REST. Et en plus, le truc, c'est que du coup, sur REST, c'est un autre truc là qu'ils n'ont pas trop parlé, qui est pourtant qu'il faut faire et qui est lié en fait à l'ITOAS, en fait, c'est que normalement, quand vous faites une API REST, vous devriez définir en fait toutes vos ressources, ce qui prend vachement de temps en fait, et définir tous les liens entre vos ressources pour qu'ensuite vos réponses soient parfaitement bien faites. Et en plus, comme je disais, tout à l'heure, je parlais du RDF. Et ça, du coup, je peux essayer de trouver. Je vais vous montrer vite fait ça. Voilà, donc RDF, en fait, c'est un format, voilà, qui dit qui a des RFC aussi pour lui. Donc là, par exemple, un exemple de RDF. En fait, ce RDF ça va servir à définir en fait des ressources. Parle de REST API. À définir des formats de ressources en fait. Du coup, avec RDF, vous allez dire par exemple, voilà, elle va définir votre ressource user et elle va dire, dans mon user given name, ce sera le prénom de l'utilisateur. Et ensuite, vous avez dans les liens HTTP, entre autres, ce que vous pouvez mettre, c'est mettre un lien vers la description en fait de la ressource courante. Et du coup, ça fait que comme j'expliquais avec le client automatisé, le client automatisé, en utilisant le contenu de la ressource plus le RDF, il devrait être capable en fait de donner toutes les infos dont l'utilisateur a besoin pour exploiter l'API REST. Et en fait, c'est quelque chose qui prend vachement de temps et c'est aussi quelque chose du coup qui est souvent un peu zappé. Et pourtant, c'est encore une fois quelque chose de vachement important en REST. Du coup, est-ce que déjà vous avez des questions ou pas? Parce que là, je vais un peu du coup passer aux alternatives en fait de REST et un peu de parler des API qu'il y a en prod plutôt. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur REST? Si tu veux, j'ai pas trop de questions, mais moi en fait, moi, ce qui m'interpelle le plus, mais par rapport même à l'expérience, tu vois, c'est qu'en fait, il y a de l'ambiguïté partout, en fait. C'est que, en fait, il n'y a rien de précis, tu vois. Donc, en vrai, en fait, après, il y a beaucoup de choses qui sont à interprétation libre, tu vois. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont à interprétation, mais on se rend quand même compte qu'il y a vachement moins de choses à interprétation que ce que les gens pensent. Assez récemment, quelqu'un m'a dit, mais en fait, REST, ça définit juste comment doivent être formatées les URL. Alors que si on regarde, ça définit quand même vachement plus de choses que ça, et ça définit même pas comment se formater les URL en vrai. Oui, non, mais justement, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de points d'ambiguïté, mais pas peut-être forcément que autour de REST, tu vois. Ça peut être HTTP aussi, tu vois. Et finalement, en fait, les gens spéculent autour de tout ça, puis ça part dans tous les sens, et puis à la fin, forcément, ça te crée
ça crée beaucoup d'incohérences à beaucoup d'endroits, tu vois, genre, parce Ouais. que il y a beaucoup de gens qui se basent sur ce qu'ils ont fait en production aussi, tu vois, par exemple. Donc forcément, enfin, tu vois, il y aurait beaucoup de jeunes, tu travailles sur une production avec des règles X ou Y, tu vois, qui ont été décidées par les seniors ou la direction, tu vois. Forcément, en fait, ça mène, enfin, ça forcément, t'as un moment où ça mène beaucoup de monde à soit des erreurs, soit de la compréhension ou tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Mais après, par contre, c'est surtout sur REST, ça, parce que par contre, en vrai, HTTP, quand tu lis, enfin, c'est comme si RFC, comme je disais, et c'est vachement précis. Bah tiens, d'ailleurs, je voulais parler aussi vite fait avant de passer à la suite, de parler de quelques erreurs qui sont faites en HTTP. Notamment, en fait, je voulais parler vite fait de la méthode patch, en fait, où les gens disent souvent, bah, en fait, la méthode patch, c'est pour faire des partial updates. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que quand ils font un put, ils prennent la ressource complète. Et quand ils font un patch, en fait, ils envoient que quelques champs de la ressource. Et ils s'attendent du coup à ce que le serveur merge entre les champs qu'on leur passe updatés et les champs qui existent déjà. Sauf qu'en fait, quand on regarde patch, c'est pas tout à fait ça. C'est que la méthode patch en fait demande un set de changements à appliquer à la ressource. Et ça, c'est un exemple vraiment. Enfin, c'est que les gens disent oui, patch c'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire ça, c'est autrement. Mais en fait, c'est vrai, c'est pas forcément très bien décrit, mais ça dit quand même qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est pas ce que les gens font. Ça vient entre autres du fait que ça ne dit pas comment on doit définir ces sets. En fait. Ils disent juste, en fait, il ne faut pas définir la ressource, il faut définir quel changement tu appliques à ta ressource. Du coup, Oui, j'ai vu les RFC autour du sujet, il y en avait pas mal. voilà. Donc en fait, il y a cet article, donc Please Don't Patch Like an Idiot, qui expliquait la chose. Et en fait, il y a une RFC, voilà, la RFC 6902, qui dit, vous pouvez faire comme ça. Du coup, vous dites une opération, par exemple remove, et vous dites quelle partie de votre ressource remove, enfin, ce genre de choses, ce qui est un peu compliqué. Du coup, en fait, il y a des mecs qui ont sorti en fait juste un nouveau médiatype, qui soit au lieu d'être du pur JSON, en fait, ça s'appelle merge JSON. Et enfin, c'est patch merge JSON. Et quand vous utilisez ce médiatype, vous avez le droit d'envoyer partiel et vouloir que l'API du coup merge. Par contre, ça, c'est faut vraiment utiliser le médiatype merge JSON. Est-ce que je l'ai quelque part? Ça, c'est HTTP. Voilà, JSON merge patch. Voilà. Donc, ça, c'était RFC là. Et elle dit que si vous voulez pouvoir merge un document JSON comme ça, faut forcément utiliser ce content type là. Et en fait, si vous utilisez un autre content type, vous ne respectez pas les RFC. En fait, la RFC est quand même assez claire sur le fait qu'il n'y a pas le droit. Donc il y a ça. Le reste, je peux accepter qu'il y a des points un peu ambigus. Par contre, en fait, HTTP est vachement bien défini. C'est juste aussi que les gens ne savent pas trop. Mais on peut pas trop les blâmer parce que, enfin, comme je dis, les RFC de base de HTTP, c'est 6 RFC. Il en faut une de plus pour HTTP2, une de plus pour patch. Sauf qu'en plus, pour comprendre comment sont définis les sets de patch, il en faut 2 de plus encore. Si vous voulez faire du merge, il en faut encore une de plus. Enfin, voilà. Si tu veux, moi, l'ambiguïté, pour moi, elle n'est pas au niveau de la RFC même, elle est au niveau de la base, quoi. Genre, c'est par exemple, tu veux, sur des actions théoriques simples, qui est la mise à jour, la création ou quoi que ce soit, en fait, tu vas te rendre compte qu'au niveau de HTTP même, en réalité, tu as une ambiguïté sur le choix à faire, quoi. C'est-à-dire qu'après, la RFC, quand tu rentres, par exemple, dans patch, je veux bien que tout soit clair et tout soit précis, mais le choix de base, en fait, en réalité, pour moi, en fait, parce que d'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est le débat, tu vois. C'est pour ça que les gens se trompent, c'est qu'il y a un moment, tu as une ambiguïté sur quoi faire. Ah oui, alors ça fait ça, mais si, mais ça, mais si. Et à la fin, forcément, les gens, il y a un moment donné, tu as forcément un split. Des gens qui vont dire, bon, on va plutôt faire ça que comme ça, etc. Et même si tu respectes la RFC, à la fin, tu vois, il y a quand même une ambiguïté sur certains points, quoi. En fait, moi, je dirais pas que c'est une ambiguïté. Je pense que c'est en fait le contraire. En fait, c'est too much information. C'est pas ambigu, mais il y a tellement d'informations que c'est pas possible de tout suivre. Je sais pas si, enfin, voilà. Je sais pas si ce que tu en penses, mais finalement, vu que le format est défini par les vu que les RFC n'est pas si ambigu que ça, je vois pas après où peut se trouver l'ambiguïté en fait.
Et du coup, vite fait, par contre, je vais du coup parler des autres alternatives. On a vu, en fait, c'est bien, mais déjà, on voit que c'est pas forcément très applicable en réalité dans, en fait, en prod. Et c'est extrêmement compliqué. Et du coup, est-ce qu'il y a des alternatives? En fait, parmi les alternatives, il y a, j'en parlais de trois. Il y en a une vite fait que je vais évoquer, c'est SOAP, donc, qui est aussi un protocole, en fait qui sert vraiment assez fat comme ça à définir des ressources et tout. C'était utilisé en fait, ça a été inventé ça un peu avant REST, ça a été inventé en 98 ou 99 je crois, mais ça a été c'est toujours utilisé dans des grosses boîtes, mais sinon vraiment dans le web qu'on utilise tous les jours, c'est plus très utilisé. Notamment, ça a été un peu effacé par REST. Aussi, autre chose en fait, c'est RPC en fait tout simplement. Finalement, comme on le voit, comme j'ai expliqué, la plupart des API ne respectent pas toutes les règles de REST parce que c'est déjà assez chiant à faire. Mais en fait, la plupart des API, juste elles sont RPC et ça marche très bien. Donc, RPC, donc c'est Remote Procedure Call et ça consiste juste à appeler à dire, typiquement, si tu faisais un post sur /user/create, tu appelles du coup la procédure distante create sur utilisateur. En général, on l'adapte un peu pour appliquer un peu le format d'URL qu'on dit REST en fait, pour obtenir des URL un peu hybrides entre RPC et REST. Finalement, ça marche très bien. Mais du coup, faut juste pas dire que c'est REST, puisque c'est pas vrai. Et en fait, surtout aussi, récemment, il y a eu des nouvelles technologies en fait qui sont apparues qui remplacent très bien REST. Hop, je vais les mettre là. La première, c'est GraphQL. Donc ça, c'est une techno qui a été faite par Facebook, où on décrit les datas, l'utilisateur demande ce qu'il veut, et ça retourne du JSON en disant, voilà, c'est exactement ce que tu m'as demandé. Déjà, si on regarde, ça ressemble quand même pas à la... Oui. Après, je pense que David et Romain, ils auront des points de vue aussi là-dessus, parce qu'on en a beaucoup discuté, mais moi, je pense pas que... pour moi, GraphQL, c'est pas pareil du tout qu'une REST API, quoi. Genre, en fait, il faut faire la différence aussi technique. Il y a une grosse différence technique à faire là sur ce point-là. Ouais, il y a une grosse différence technique, mais en fait, le principe, c'est quand même que, regarde, REST, tu dois définir ton format au type, au format RDF, normalement. Là, tu définis ton format donc dans un format propriétaire. Et après, les deux ne doivent se baser sur aucun protocole. D'ailleurs, GraphQL pousse ça beaucoup plus loin. En fait, lui, il dit juste, en fait, sur HTTP, il utilise juste des get et des posts, mais en fait, sinon, c'est vachement plus simple. Et finalement, ça travaille pareil avec des ressources. Et finalement, tu pourras arriver exactement au résultat. Mais je veux bien quand même que tu expliques du coup la différence, du coup, puisque moi, j'ai pas participé à ces discussions-là. En gros, la plus grande différence entre les deux, c'est que REST, c'est plus au niveau URL. Tu fetches via des URL, alors que GraphQL, tu as un seul endpoint et tu envoies des queries dans le body de la requête. Ouais, alors ça, en effet, c'est une différence majeure, mais finalement, c'est juste la façon dont l'architecture est faite, mais au final, ça va faire exactement la même chose. Tu auras tes ressources, tu vas envoyer des données, tu vas récupérer des données, tu arriveras au même but, et tout ce que tu peux faire en REST, tu peux le faire en GraphQL, même si l'implémentation est différente. Et c'est normal qu'elle soit différente, puisque c'est pas la même chose. Après, pour le coup de l'URL, c'est pas directement défini par GraphQL. GraphQL, ça définit juste déjà le format de schéma qui est pas tout le temps utilisé, le GQL, donc le DSL qui est fait pour, et le format pour faire des queries. Mais sinon, c'est tout. Le coup de l'URL, tout ça, tout ce qui est transport après par-dessus, c'est comme REST, ça spécifie rien du tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, quand tu regardes, comme il dit, en fait, ça définit à peu près la même chose. En fait, GraphQL, ça définit pas le protocole utilisé. Donc, on l'utilise sur HTTP parce que c'est plus simple. Mais finalement, dans les deux, tout ce qu'on fait, ça dit, vous devez définir des ressources, vous devez récupérer des ressources. Donc, la manière est différente. REST dit, vous devez récupérer les ressources, pas des URL. Alors que GraphQL dit, vous devez récupérer des ressources dans un format spécial. Mais finalement, ça fait la même chose. Et oui. Ouais, non, mais c'est juste après
même si ça fait la même chose, la grosse différence que je vois entre les deux, c'est que GraphQL t'impose des formats, ce que n'a pas fait REST, et c'est ce qu'on discutait avec Romain à un moment, c'était par rapport au swap dans ce cas-là. Mais l'intérêt de GraphQL, c'est qu'en définissant ces formats et puis en les imposant quasiment, en gros, tu as une uniformité de toutes les API qui utilisent du GraphQL, même si elles ont un transport différent. Tu sais qu'elles auront le même format, le même format de query, le même format de réponse, qu'elles auront à peu près le même comportement. Et en fait, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que REST, ce qu'il voulait faire, c'était avoir un format un peu universel des API. Ce qu'il a raté, en fait, principalement parce que les gens, du coup, font pas du REST pour plusieurs raisons, notamment c'est trop compliqué, c'est ouvert à l'interprétation de ça. Et en fait, GraphQL, lui, il a réussi ça, en fait. Lui, il a défini, il a dit, voilà, c'est exactement comme ça que vous devez faire. Il a une documentation où il laisse vraiment pas part à l'interprétation. Et ça fait que ça a complètement, en fait, comblé ce problème de REST. Tu peux faire la même chose, mais sans l'inconvénient. Et il définit exactement comment tu dois définir tes ressources et tout. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais, Donc, vas-y, continue. non, mais si tu avais quelque chose à dire. Après, quelque chose que je trouve paradoxal entre GraphQL et REST derrière, c'est que GraphQL impose certes plus de choses d'un côté que REST, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont laissées, qui ne sont pas traitées volontairement par GraphQL. Tout ce qui est par exemple la notion de stateless, tout ça c'est pas défini avec GraphQL, c'est laissé à l'API de déterminer ce qu'elle veut faire avec ça. Tout ce qui est le cache et tout n'est pas non plus géré par GraphQL, c'est laissé à des stacks par-dessus. Donc il y a certes tous les formats qui sont, et le format qui est imposé pour avoir une unité, mais derrière tout le reste est laissé comme choix technique au développeur et à la stack qu'il va utiliser. Donc par exemple c'est géré par les gros stacks genre Apollo ou d'autres conneries comme ça, alors que REST a apporté déjà une réponse à ça. Après aussi, il y a l'autre avantage en fait, c'est que REST par exemple dit tu dois utiliser forcément du cache, alors que GraphQL ne le dit pas. Mais l'autre avantage que ça a, c'est qu'il y a peut-être des cas où tu voudras faire une API GraphQL et volontairement ne pas mettre de cache. Notamment, imagine, tu as plein de microservices qui exposent des API GraphQL par exemple, mais c'est sur des serveurs dans un même data center. Tu n'as pas forcément besoin de mettre de cache et tu as peut-être justement, et surtout si en plus il y a vachement c'est quelque chose qui bouge très vite. Avec REST, tu devrais mettre un système de cache, tout ça, alors que là, tu n'as pas besoin, c'est pas défini. Et ça peut être intéressant dans certains cas. Du coup, voilà. Ensuite, un autre exemple d'alternative vite fait aussi, parce que ça, c'est un peu moins connu que GraphQL, mais ça existe quand même, c'est Falcor. Donc, ça a été défini par Netflix. C'est encore un peu différent, ça, Falcor, parce qu'eux, ils fournissent tout. Ils fournissent la librairie client et la librairie serveur. Ça s'occupe du cache et tout. Ça fait en fait toute une chose automatiquement. Mais par contre, c'est quand même vachement fait pour être utilisé avec du JavaScript. Mais et contrairement à GraphQL aussi, il n'y a pas besoin de définir à l'avance ces formats. Et voilà, c'est aussi une API avec un peu magique, j'ai envie de dire, puisque il y en a qui se plaignent que GraphQL c'est un peu magique parce qu'on laisse faire du coup par exemple Apollo. Mais Falcor là, c'est même pas tu laisses faire Apollo, c'est genre tu utilises vraiment la librairie Falcor et ça s'occupe de toute la communication réseau. Mais voilà, ça existe aussi et c'est un peu proche. Voilà. Du coup, la question à être un peu, qu'est-ce qu'on doit utiliser du coup comme API? Est-ce qu'on doit utiliser GraphQL, Falcor, REST, RPC? En fait, moi, je pense que REST, déjà, c'est beaucoup trop compliqué, qu'il y a plein de choses en fait qui sont un peu trop soumises à l'interprétation, ce qui fait que même si on le voulait, on n'arriverait pas à obtenir ce but d'avoir un format d'API que tout le monde comprend. Et en plus, même si un jour toi, tu te ramènes et que tu dis j'ai fait une API REST et que tu respectes à 100% de protocole REST et du coup en fait les gens juste vont avoir du mal à l'utiliser parce que c'est pas ce à quoi ils vont être habitués avec la plupart des API qui sont un peu un mélange hybride comme je disais REST et RPC. Donc en fait c'est là où je veux en venir, c'est que REST ratait justement ce but-là et que en fait c'est les nouvelles API notamment PL et Falcor ont du coup eux réussi justement à prendre le pas et à faire des systèmes en laissant pas le choix, notamment en utilisant des outils préfaits. Et pour le reste, enfin pour le jeu de mots, pour si vous n'avez pas envie d'utiliser GraphQL ou Falcor, il y a toujours les API RPC du coup. C'est ce qu'il y a le plus dans la nature, ça marche et du coup il n'y a pas forcément de volonté en fait de continuer à parler. Je pense qu'il c'est pas forcément nécessaire de parler d'API REST. Mais par contre, du coup, ce qu'il faut éviter, c'est d'arrêter de dire, dès qu'on fait une API, de dire « Ah, regarde, j'ai fait une API REST », parce qu'en fait, c'est pas le cas.
Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Moi, enfin, c'est pas rien en racresse, mais pour parler de GraphQL, tu vois, je sais pas, je trouve pas ça, enfin, ça me fait un peu bizarre aussi avec GraphQL par exemple, parce que je trouve que c'est ultra cool pour faire des trucs genre des get et même plusieurs informations de get en même temps. Je trouve ça, la syntaxe, je la trouve ultra cool. Par contre, quand tu as plein d'actions, genre des updates, enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi, enfin, je suis pas trop fan en fait de GraphQL. Enfin, ça dépend du type d'API qu'on fait, quoi. Genre, si c'est vraiment genre une API du genre on récupère plein d'informations ou il y a plein de data models, etc. Genre, c'est vachement cool. Je trouve qu'en termes de syntaxe, c'est super cool. Mais dès que ça part un peu, moi, de ce que j'avais vu un peu pour avoir fait des tests de mon côté aussi, mais même si je suis pas allé très loin, dès qu'il fallait que je crée des actions, limite, fallait des updates ou des crates, etc. Enfin, je trouvais que la syntaxe, c'était un peu moins appréciable, quoi. Ouais, après, si tu as beaucoup de ça à faire, justement, il y a toujours RPC qui fait très bien le boulot dans ce domaine-là, quoi. Ouais, voilà. Mais après, pour revenir, je pense, par rapport à ce que Romain disait sur GraphQL, le fait, tu peux pas dire que par exemple, quand tu fais une API avec GraphQL, que par exemple GraphQL te limite sur telle ou telle chose, vu qu'en soi GraphQL, ça se pose juste comme surtout un format de query, c'est tout. C'est pour ça qu'on peut voir maintenant par exemple des bases de données qui implémentent GraphQL comme format de query, comme langage de query directement. Mais ça c'est un des trucs que par exemple moi j'apprécie à propos de GraphQL, c'est que ça reste un langage de query et tu peux construire beaucoup de choses à côté. T'as moins de contraintes et tu peux... Et ce langage de query est assez flexible pour permettre d'implémenter beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles avec le REST et par-dessus de certains protocoles comme l'HTTP, de toute façon ce qu'on utilisait quasiment tout le temps, même si c'est pas défini par la spec. Une des choses qui m'a vraiment fait choisir REST pour un projet que je fais, c'est le batching. Ça évite de balancer plein de requêtes HTTP, c'est assez simple. Tu parles plutôt de GraphQL, t'as dit REST. Quoi? T'as dit que tu avais choisi REST, en fait c'est GraphQL dont tu parles pour le batching. Oui, Oui. j'ai dit REST. Oui. Ouais. D'accord. On va mettre ça sur la fatigue. Non, mais sinon après, c'est Thomas par rapport à ce que tu as dit, il faut vraiment voir ce que tu as fait niveau implémentation et voir si c'est vraiment une limitation du Ouais, non, protocole mais de query par rapport à ce que tu voulais faire ou sinon c'était niveau c'était juste un sentiment, comme dit après. J'ai pas poussé non plus plus loin que ça, quoi. Mais bon, On va le faire avec Adonis. En tout cas aussi, je vois certains gens qui disent faut arrêter d'utiliser de la hype en fait, et notamment avec les nouvelles techno, ils disent oui, il y a d'anciennes techno qui marchent très bien, utilisez plutôt les anciennes. Mais en fait, par contre, dans le cas du REST, il y en a qui disent oui, utilisez REST, utilisez pas GraphQL, je veux dire REST, ça marche très bien de ça. En fait, moi je pense que c'est pas le cas et que vraiment, si vous voulez faire une API maintenant, soit vous faites du RPC, soit vous faites du GraphQL en fonction de vos besoins aussi, parce que l'avantage d'une API RPC, en fait, c'est que c'est vachement simple à mettre en place par rapport à une API GraphQL. Il faut quand même un peu définir faut décrire justement au format de data de ça. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment à l'heure actuelle les deux choix vers lesquels il faut se tourner et qu'il faut un peu oublier REST. Bon, après, les gens, généralement, quand ils disent on va faire du REST ou il faut faire du REST, ils parlent plutôt de RPC, c'est un abus de langage de dire REST. Donc au final, ils n'ont pas tort non plus, c'est juste qu'ils n'utilisent pas le bon terme. Ouais, voilà. Mais aussi le truc, c'est que parfois ils se disent tiens, on va utiliser REST parce que tout le monde dit que c'est super et que que c'est bien pour les grosses API. En fait, finalement, ils font et du coup, ils utilisent REST ils utilisent RPC du coup en disant que c'est du REST pour un use case où REST aurait été bien, mais en utilisant du coup du RPC dans un use case où RPC est pas bien puisque ça aurait été du REST plus GraphQL qu'il aurait fallu. Il y a Adonis maintenant, donc on se pose plus de questions. Vite fait aussi, pour finir sur une touche un peu plus marrante, je vous invite aussi à regarder du coup le tutoriel Open Classroom sur REST, parce qu'en fait c'est super marrant. À peu près tout ce qu'ils disent est faux. Genre en fait, genre là il y a une page là, elle est toute petite. Et c'est génial parce qu'en fait tout ce qu'ils disent est faux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. C'est assez marrant. Et en plus, je précise ça parce qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui
qui sur le chat justement ES Community avait posté le lien Open Classroom sur Rest. Qui sait? Il faut qu'il soit kick. On le dénonce. Voilà. Donc moi c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc voilà, donc c'était mon explication sur pourquoi Rest est un échec. Non, c'est cool, faudra que j'attendrai tes liens, mais je lirai tout ça. Ok. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que chaque fois, il y a des trucs, c'est un peu... C'est jamais trop, quoi, genre... Même en production, hein, genre, t'as plein de sons de cloche, c'est un peu difficile. Après, juste aussi, vous voulez plus d'infos, justement, Full Web APIs, c'est aux éditions O'Reilly, et c'est de Leonard Richardson et Mike Amundsen. Pareil, je te passerai si tu veux le mettre en description de la vidéo. Et en fait, elle explique plein de trucs sur Rest, et c'est vachement intéressant. Et en fait, elle explique aussi beaucoup de choix. Et en fait, ça montre à quel point tous les choix de Rest en fait sont extrêmement puissants quand c'est bien utilisé. C'est juste que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Ouais, aussi c'est vieux, c'est quasiment aussi vieux que moi et même plus vieux que certains dans cette conversation. Donc on peut se poser des questions. Voilà. La demande a évolué. Non, et c'est ça, après aussi, il y a aussi une partie de théorie, et après, il y a la pratique en production, quoi. Genre... Ah, puis il y a l'évolution, Rest n'a pas évolué en soi. La grande question, vu ce qu'ils ont fait avec Rest, qu'est-ce que ça va devenir avec GraphQL ou les autres solutions qui vont venir à le remplacer plus tard? Il y a Firebase, il n'y a pas besoin de GraphQL, il y a ça va Firebase. être très très drôle. De toute façon, on aurait inventé un truc dans 10 ans révolutionnaire. On fera plus de requêtes, l'API va comprendre toute seule. Tu vois. Ok, bon, c'était cool. Bon, du coup, je vais vous laisser. Je sais pas, t'as arrêté l'enregistrement?